So, first of all, let me say some few words in French, and after priority will be given to the English speaking. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 2440 sur la question du Sahara. Cette nouvelle résolution, après la 2414, marque un tournant important et historique dans la gestion de la question du Sahara par le Conseil de sécurité. En effet, cette résolution induit des nouveautés, confirme des réalités et renforce, consolide des fondamentaux. Primo, en ce qui concerne les nouveautés. Le Conseil de sécurité se félicite de l'organisation les 5 et 6 décembre prochains à Genève d'une table ronde consacrée à la question du Sahara marocain. Deuxièmement, pour la première fois, l'Algérie est citée, pour la première fois depuis le début de ce différend régional, l'Algérie est citée en tant que partie prenante et principale dans le processus politique, ce qui est historique. Je vous dirai pourquoi. Simplement parce que l'Algérie a été invitée à cette table ronde dans les mêmes termes que le Maroc, la Mauritanie et le Polisario. Bien plus, l'Algérie participera à cette conférence avec le même statut que le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Le Conseil de sécurité appelle également à des consultations pour la préparation de cette conférence. Le Maroc appelle lui aussi à ce qu'il y ait des consultations préalables afin de préparer minutieusement cette conférence et réunir les conditions les meilleures pour sa réussite. Je voudrais juste ajouter un élément important au sujet du rôle de l'Algérie. Le Conseil de sécurité appelle l'Algérie à participer à cette conférence de bonne foi, sans préconditions et surtout dans un esprit de compromis. Secondo, en ce qui concerne la confirmation de certaines réalités, le Conseil de sécurité appelle le Polisario à ne plus retourner à la zone tampon de Guelguerat et surtout à ne plus transférer de bâtiments, qu'ils soient civils ou militaires, à l'est du dispositif de sécurité. Cette double exigence du Conseil de sécurité figure aussi bien dans la partie préambulaire que dans la partie opérationnelle de cette résolution, ce qui dénote l'importance et surtout la détermination du Conseil de sécurité d'exiger du Polisario de ne plus retourner dans ces zones et surtout de respecter les termes de cette résolution. Ainsi, et sans ambiguïté aucune, cette résolution démontre que le mirage du territoire libéré, entretenu par l'Algérie et le Polisario, est définitivement, pratiquement balayé par cette résolution. Bien plus, la résolution demande au Polisario, cette résolution fait référence à l'engagement du Polisario auprès de l'envoyé personnel lors de sa dernière visite. Voilà. Vous pouvez éteindre? Voilà, merci. L'engagement du Polisario auprès de l'envoyé personnel Orscola lors de sa dernière visite dans les camps de Tindouf en juin dernier, de ne plus retourner dans la zone tampon de Guelguerat, ni de transférer des bâtiments à l'est du dispositif de défense, confirme en quelque sorte l'aveu patent de Polisario en ce qui concerne cette supercherie autour des territoires libérés. Tertio, et c'est la dernière observation en ce qui concerne cette résolution, c'est la confirmation des fondamentaux de la négociation et surtout du processus politique. Tout d'abord, la résolution réaffirme les paramètres de la solution politique tels que consacrés par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007. Plus particulièrement la 2414 qui appelle, et là je cite, je ne paraphrase pas, à une solution pragmatique, pratique, durable et basée sur le compromis. Autre chose, la résolution réaffirme
la prééminence de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc et que le Royaume considère comme la seule et unique solution possible à ce différend régional. En outre, la résolution appelle l'Algérie, en tant que pays hôte des camps de Tindouf, de permettre l'enregistrement des populations de ces camps. Dernière observation sur cette résolution. C'est un élément fondamental qui se dégage de cette résolution. C'est la réaffirmation de la position constante du Conseil de sécurité depuis 2001, je répète, depuis 2001, sur la caducité du référendum. Non déplaise à l'Algérie et au Polisario, le référendum est définitivement et bel et bien mort et enterré. Je voudrais juste répéter également, attirer votre attention sur une chose. Nous venons de sortir du Conseil de sécurité. Pas une seule délégation, parmi les 15, n'a cité le terme référendum. Donc pour nous, comme pour les membres du Conseil de sécurité, le référendum est enterré depuis bientôt 2 décennies. Je conclurai en exprimant les remerciements chaleureux du Royaume du Maroc pour le secrétaire général, Antonio Guterres, et son envoyé personnel, le président Horst Kohler, pour leur effort inlassable dans la facilitation de la solution politique. Et à cet égard, je voudrais réitérer ici le soutien et la coopération du Maroc avec eux afin de parvenir à un règlement politique à ce différend régional qui n'a que trop duré. J'ai terminé mon introduction en français, mais comme je l'ai promis au début, je donnerai au English speaking. And Arab. Yes. Yes. تفضل أخي. شكرا سعادة السفير عبد الحميد الصيام القدس العربي. ما هي توقعاتكم من لقاء جنيف أو الطاولة المستديرة في جنيف؟ هل تتوقعون أن يخرج منها شيء عملي حقيقي باتجاه حل كما وصفته دائم وعادل ومستقر؟ شكرا. احنا تطلعاتنا عالية وإيجابية ومتفائلة. طبعا لوحدنا لا يمكن أن نحقق أي شيء. هناك القرار الأممي يلا اتخذوا مجلس الأمن 24-40 والفقرة OP4 يطلب من كل الأطراف من بينها الجزائر أن يشاركوا بحسن نية، أن يشاركوا بدون شروط، وأن يشاركوا على أساس التوافق. إذا الجزائر جاءت لجنيف في إطار احترام هذه المبادئ، طبعا كل شيء سوف يكون ممكنا هناك. أما إذا كانت الجزائر سوف تأتي لأخذ صورة أو تحضر في البداية وتخرج، فطبعا ليس هناك أي شيء ينتظر منه. وهنا أريد أن أقول شيء، وأتمنى أن تصل رسالتي. إذا شاركت الجزائر بإيجابية، المغرب سوف يشارك بإيجابية. إذا شاركت في النقاش وفي الحوار، سوف نشارك بنفس المستوى، بنفس العزيمة وبنفس حسن النية. إذا خرجت الجزائر من القاعة لكي تشرب شاي قهوة في الكافيتيريا، سوف نخرج نحن كذلك نشرب شاي، كأس شاي. فهذه هي نظرتنا لاجتماع جنيف. فيه حسن نية، هناك حسن نية. فيه طبعا ما كاينش إرادة أننا نصل إلى حل أو نتفق على أشياء تمكننا من دفع مسار التسوية السياسية. طبعا سوف نأسف عليه، لكن كما قلت في البداية احنا متفائلين ونتمنى أن الجزائر تحترم بنود هذا الاقتراح، هذا القرار. أخ تفضل. Yes. The extension of the mandate have been this time for 6 months only. Do you see that as a condition to entice the parties to engage positively in the Geneva Roundtable? And the second part of the question, the Secretary General report on the refugee camps in Tandouf shows that the Polisario control or influence is diminishing versus the increasing influence of the Algerian government. What's your comment on this point? 2 questions. Yes. American TV, so 2 questions. The first one,
The first one, I think you have the question that you have raised is 6 months. I would like to repeat here that the MINURSO exists before the political process. And MINURSO survived several years without political process. And we have to delink the two issues. Political process is something, the mandate of the MINURSO is something. The MINURSO its mandate is in the field to supervise and monitor the ceasefire and to help for CBMs and demining, that's all. Political process, of course, it doesn't depend on the MINURSO. It doesn't depend on what's going on in the field. It depends on the political will of all the parties. So that's one side. Those who believe that there will be pressure on the parties, I personally don't think that it will be considered as pressure on Morocco, because Morocco will never cede to any pressure. And the mandate can be reduced even to 1 month. We will adapt ourselves. The most important is to give chance to the person involved to work quietly in the serenity and to give him time. As the French say, give time to time. 6 months is not mean of pressure. And I think I invite you to re-listen or to read the declaration by the French ambassador right now, who, as you know, France is calling as Morocco and as the majority of the members for 1 year mandate. And he said that it's a wrong way to make pressure. I hope that we will make progress, but if there will be no progress, the mandate of 6 months or 3 months or even less will not resolve the problem. And we will face the same deadlock, the same difficulties. So concerning your second question, dealing with the Secretary General about, that's what we have been saying since so many years. Normally, in normal refugee camps, responsibility of the host country is the first. There is only one responsibility: security responsibility, judiciary responsibility, protection, human rights, assistance. In the Tindouf camps, we have sui generis situation. We have surrealist situation, that is camps that are controlled by armed people. And they impose their rules. They impose now 40 years their dictatorship, and they don't let people to express themselves. They don't let people moving freely. They don't let others to come. So, and this question has finally been raised in the report by the Secretary General based on the Committee on Political Rights of the UN. It's an international treaty of UN that is monitoring the respect of human rights everywhere in the world, and they confirmed what already Mitterrand Foundation have stressed and flagged more than 20 years ago. Now, we hope that, anyway, for Morocco, the responsibility of Algeria remains, because such a responsibility is imprescriptible. It's not because they dismiss their responsibility and they give it to an armed group that they are not responsible at all. Legally, internationally, Algeria, the host country, is responsible for anything happening inside these camps. I hope I answered your question. C'est Abedi. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions de ce point de presse. Ma question est celle-ci. Maintenant que la question ou l'option du référendum est écartée, il ne reste plus que la recherche d'une solution crédible et réaliste. Et c'est la base même du plan d'autonomie présenté par le Maroc. Pensez-vous qu'à ce stade, l'Algérie est prête à discuter de ce plan? Nous osons l'espérer, nous osons être optimistes, et c'est pour cela que nous allons à Genève. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons l'esprit ouvert, nous allons la main tendue, nous allons avec la meilleure disposition du monde, mais tout seul, nous ne pouvons pas refaire la situation dans notre grand Maghreb. On a besoin de l'Algérie, on a besoin que l'Algérie assume ses responsabilités. L'Algérie assume ses responsabilités auprès de ce groupuscule armé, en l'armant, en le finançant, en le promotant diplomatiquement, en le défendant. On lui demande maintenant ce qu'il fait derrière la scène
qu'il le fasse, qu'au moins sur le plan politique, il assume sa responsabilité. On ne peut pas armer et en même temps, quand on vient au niveau de la discussion politique, dire que ce n'est pas ma responsabilité, c'est la question de l'autodétermination. L'autodétermination n'a rien à voir avec l'armement, l'entraînement, l'embrigadement et la séquestration d'une population ou toute l'aide multidimensionnelle qui est accordée à ce groupe séparatiste. Nous restons toujours optimistes parce que dans le cas du Maghreb, il n'y a pas d'autre alternative que d'espérer. Oui, mademoiselle. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous avez évoqué le fait que l'Algérie sera pour la première fois partie prenante de ce processus politique. Est-ce que vous pouvez développer ce point? J'ai développé brièvement dans mes remarques préambulaires. Auparavant, l'Algérie ne voulait pas participer au processus, sous prétexte qu'il était tantôt observateur, tantôt pays voisin, tantôt non concerné par les discussions, qu'il n'avait pas de responsabilité à assumer. Et la position du Maroc a toujours été constante à ce sujet. La solution viendra lorsque l'Algérie s'assoira à la table et discutera en tant que partie des éléments de la solution politique et bien sûr le Maroc est disposé à discuter avec elle. Tant que l'Algérie ne venait pas, et d'ailleurs on a eu 13 rounds de discussions, parfois directes, parfois indirectes, qui n'ont donné rien du tout. Maintenant, nous avons cette perspective d'avoir un début de discussion à Genève. L'Algérie, pour la première fois, dans une résolution du Conseil de sécurité, est invitée en tant que partie prenante. Et j'ai bien dit que l'Algérie est invitée dans les mêmes termes que le Maroc. Le président Horst Köhler, qui est l'envoyé personnel, a envoyé la même lettre d'invitation, les mêmes termes. Donc c'est clair, nous sommes à égalité. Le Maroc est parti, l'Algérie est partie, la Mauritanie est partie. Il n'y a pas de changement. Ça, c'est au niveau de l'invitation. Maintenant, on a l'OP4 de la résolution qui demande à l'Algérie de participer de bonne foi, sans précondition et avec un esprit de compromis. De bonne foi, c'est-à-dire venir avec l'ouverture d'esprit pour discuter, pour négocier. Sans précondition, ça veut dire qu'il ne va pas nous dire moi je viens en tant que pays voisin. S'il vient en tant que pays voisin, ça veut dire que les discussions sont déjà condamnées et qu'il n'y aura rien, qu'il n'y aura pas d'après Genève. Nous avons besoin d'une Algérie qui assume ses responsabilités politiques comme elle les assume au niveau de tout ce qu'il fait derrière la scène. Autrement, le processus politique n'ira pas plus qu'à faire un aller et retour à Genève et il n'y aura pas d'après Genève. Et ça serait regrettable, non seulement pour le processus, mais pour toute la région. Oui, s'il vous plaît, c'est ça. Le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général a loué expressément le Maroc pour l'esprit de coopération qu'il a démontré vis-à-vis de son envoyé personnel, Horst Köhler. Quelle évaluation faites-vous de cette visite? Et je vais abuser du temps qui m'est imparti pour vous poser une deuxième question. Quand M. Horst Köhler a visité Rabouni en Algérie, il n'a pas pu y rencontrer les mouvements dissidents. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, pour la première question, la visite de M. Köhler a été historique, pratiquement à tout égard. En termes de durée, 4 jours. En termes de villes, visiter 3 villes. Pour la première fois, l'envoyé personnel visite 3 villes du Sahara. En termes d'interlocuteurs, il a rencontré les élus, légitimement élus lors des dernières élections régionales et législatives. Il a rencontré les chiours, les notables, la jeunesse, les femmes. Il a rencontré les opérateurs économiques. Il a rencontré, bien sûr, les autorités locales des 3 villes. Et il a pu s'entretenir également, et ça c'est très important, avec tous ceux qu'il voulait rencontrer. Même la petite minorité de la minorité des séparatistes, il a pu les rencontrer. Et c'était un geste de la part du Maroc pour montrer tout d'abord sa bonne foi, son engagement avec l'envoyé personnel, et surtout le respect de la démocratie, de la liberté d'expression. Et il a pu les rencontrer en tête-à-tête, en confidentialité,
sans aucune entrave ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il a reconnu lui-même qu'il a pu rencontrer tous ceux qu'il voulait voir lors de son briefing et également dans le rapport du secrétaire général. Bien plus, il a pu visiter des projets économiques. Il a pu visiter les ports. Il a pu s'entretenir avec, comme j'ai dit, les opérateurs. Il a pu survoler la station solaire de Nord 2. Donc, il a pu se rendre compte que les réalités du Sahara qu'il a pu constater sur place diffèrent totalement de ce qu'on lui racontait à Tindouf ou en Algérie. Et c'est pour ça que pour nous, ça a été une visite réussie. Et M. Koller est quelqu'un en qui on peut faire confiance, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de crédible, et quelqu'un qui, pratiquement, dans ses rapports, décrit la réalité de ce qu'il a vu. Et c'était l'objectif. Il voulait voir, tâter, s'entretenir et écouter tous ceux qui voulaient lui parler. Il n'y a pas eu une seule personne qui a été empêchée de lui parler. En ce qui concerne sa visite à Raponi, vous avez dit, bien sûr, les deux mouvements dissidents, Khat Shahid et l'Alternative démocratique, avaient demandé à le rencontrer. Malheureusement, il n'a pas pu les rencontrer. Je vous conseillerais de poser la question à M. Koller, mais également de poser la question à ceux qui taguent que les droits de l'homme sont respectés dans les camps de Tindouf. Au Sahara marocain, il y a la liberté d'accès, il y a la liberté d'expression, la liberté de rencontrer qui on veut. Dans les camps de Tindouf, il n'y a aucune liberté totale. Je voudrais juste ici rappeler le sort des femmes qui sont retenues en Algérie, qui ont vécu, qui ont grandi en Espagne, qui ont étudié, qui ont grandi en Espagne et qui sont retenues dans les camps de Tindouf et dont personne ne parle. Nous aurions souhaité qu'ils puissent rencontrer l'envoyé personnel pour porter leur message, leur angoisse, leur privation de leur liberté. Mais je saisis cette occasion pour dire qu'au moment où les Nations Unies s'inquiètent des femmes dans les conflits, de la promotion de la femme, il y a des jeunes filles qui sont encore séquestrées au XXIe siècle dans les camps de Tindouf et dont personne ne parle. C'est heureusement au Maroc et dans le Parlement espagnol et auprès des ONG espagnoles. Mais il faut que toutes les bonnes consciences puissent ne pas oublier leur sort. S'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, dans sa résolution, le Conseil de sécurité a réitéré son appel, encore une fois, pour l'enregistrement des populations séquestrées dans le camp de Tindouf. Alors on se demande pourquoi l'Algérie ne permet pas ce processus d'enregistrement. C'est une question qui revient pratiquement à chaque séquence. La raison est simple. Depuis le début du conflit, l'Algérie prétendait qu'il y a un certain nombre de gens dans les camps. Depuis le début du conflit, nous avons demandé à ce qu'il y ait un recensement. Le HCR a demandé qu'il y ait un recensement, mais l'Algérie continue toujours à refuser, à s'opposer à la demande du HCR. Pour une simple raison, parce que tout d'abord, il ne veut pas que le monde entier sache combien de population il y a dans ces camps. Il n'y a pas 150, il n'y a pas 200, il n'y a même pas 90. Il y a moins de 40 000 personnes. Et chaque fois, du haut de cette tribune, je mets le défi, au défi de l'Algérie, de pouvoir permettre l'enregistrement de ces populations. Vous l'avez remarqué si bien, c'est pour la 8e année consécutive que le Conseil de sécurité appelle à l'enregistrement de ces populations. Le Haut Commissariat a publié le 26 septembre un communiqué où il disait qu'il accordait l'assistance pour à peu près 90 000 personnes et qu'il attend toujours de pouvoir procéder à l'enregistrement de ces populations. Autre élément, et là, je vais bifurquer vers le détournement de l'assistance. Vous avez peut-être lu dans la presse aujourd'hui qu'il y a une ONG espagnole qui a amené de l'assistance humanitaire, qui est bloquée depuis plusieurs jours dans le port d'Oran, parce que, tout simplement, le Croissant Rouge algérien et le soi-disant Croissant Rouge sahraoui voulaient récupérer, s'accaparer de cette assistance et leur demander, vous pouvez partir, vous nous remettez ça et vous rentrez chez vous et nous, on va s'occuper de la distribution. Heureusement, ces jeunes, cette ONG, a refusé de céder à ce chantage
et la situation est toujours bloquée. Nous lançons un appel pour que les autorités algériennes permettent à cette ONG de faire parvenir l'assistance jusqu'à Tindouf. Si cette ONG insiste, c'est qu'elle sait qu'effectivement, il y a détournement, il y a enrichissement, il y a une population qui est privée pratiquement d'avoir ou de bénéficier de l'assistance de la communauté internationale. Yes. Okay, you didn't put your question. I have two questions. One question, there are reports that surface-to-air missiles were deployed in the Bern area, and I want from Your Excellency to either confirm or comment on those reports. One second, during the negotiations, obviously France and Morocco pushed hard to have the extension for 12 months, not only for 6 months, and also to clearly identify Algeria as a party, and obviously other members in the Council refused to do so. Can you comment on those reports, please? Thank you. That's several questions in one. But anyway, I will answer the first one, the missile. Indeed, there is a report coming from Polisario Press saying that they put some solar air missiles in the east of the Bern with the objective to attack civilian aviation. First of all, I would like to say that international law and all national law, they ban any attack on civilian aviation, any attack on civilians in general. So if Polisario try to do so they move from armed group to terrorist group. They moved from Polisario to a group like Al-Qaeda, like Daesh, because no cause, no principle, no any reason can permit to anybody, even in war, to attack civilians and also to attack airlines. This is prohibited. So this is, I told you what is saying the rules, international law, and what's the responsibility of Polisario. And of course, if they do it, it's to the ICC, International Criminal Court, that will have to handle the issue. I advise them to not to use or not to play with such treats because it's not acceptable. As far as it concerns Morocco, if something happened, we know what we have to do. Answering your second question, extension. And identifying Algeria as a party clearly. For extension, I just want to call here that to my friends to stop be excited about the extension. Extension is not an issue. As I said in the beginning, MINUSO exists before the political will. Remember, just between the last meeting of the political process was in 2012. There was no meeting between 2012 and now, 6 years. Does anybody try to stop or to dismantle or to do something to MINUSO? MINUSO accomplished its mandate. You read the mandate of the MINUSO and you will realize that it has the link with the political process doesn't exist. So for us, either 1 year, 6 months, 3 months, or even one month, we don't care. We don't believe that it may be used as pressure on us. And we will never accept that the mandate be used as a tool to press Morocco to make concession or to do something in which it doesn't believe. What is important is the political process. And the political process, not only in the Sahara issue, everywhere, needs all the time serenity, needs calm, needs that confidence, needs trust, needs to give to the stakeholders and the facilitator time to reflect, to prepare himself, and also to the delegations to prepare themselves.
We are not in marathon of meetings. So this, I renew my call. The mandate is not an issue for Morocco. And please cease or stop, be excited about this. So you said the third question is on Algeria? Identifying Algeria as a party in the conflict. Algeria is quoted as invitee in the same words like Morocco, Mauritania, and Polisario. And I think the OP4 invite Algeria, all of us, Algeria, Morocco, Mauritania, to participate to this round table with goodwill, without precondition, and with a spirit of compromise. So it's very clear. They are part. Of course, Algeria can say whatever it will say, that they are neighboring or they are observer. Or the problem is not there. The problem is that they accepted the invitation. And this invitation is very clear. It's Algeria, without any mentioning of its statute. And it will, for us, as for personal envoy, as for the Security Council, they will participate as such, as party, as party, and as main actor. And of course, we hope so, because that will help to resolve the problem. Because I will not repeat it enough. Without Algeria, there will be no solution. Without Algeria, there will be no negotiation. Without Algeria, a round table, there will be no political process. What we will have just losing time. So better seize this opportunity. We say it to Mr. Kohler. We are saying to the world from this mic, Algeria is the main actor. With Algeria, everything will become possible. With the absence of Algeria or a playing by Algeria some game, we will not move, and the political process will not progress or will not be reshuffled. Ederer. Yes. Thank you very much, Mr. Ambassador. Two questions. What are your expectations for the December meeting in Geneva actually leading to renewed negotiations? And secondly, what's your response to the concerns of the three countries that abstained, including the Bolivia ambassador's concern that the issue of self-determination for the people of Western Sahara was not mentioned in the resolution? So I think that today everybody's putting two or three questions. I will start with the second question, which is very important, and I will answer you about our expectation. The most important thing for Morocco is those who voted for this resolution. There are 12. And they have question to you. Do you remember how many members voted the last resolution, 2414? Do you remember? No. Nobody will remember here. I will tell you why. People don't care about the number. They care about the text. They care about the principle, what is in the resolution. Everybody remember that there is a resolution 2414. And people remember also what's contained of this resolution. But those who voted in favor of it or abstained, nobody remembers. After a few days, nobody will remember also what's happened to the voting. The important is that this resolution is coming with historical elements, very important calls, and also achievement. And we believe that it will give chance and it will open door to possible reshuffling of the political process. Our expectation from Geneva, as I said it in Arabic, and we are very optimistic, because as diplomat, as a country who is facing a challenge of adversity, we have to be optimistic. We have to give chance to peace and to talks, to dialogue, to sit at this problem. Mr. Kohler want to have everybody on board. That's why he invited all the parties without any distinction of their statute.
and for not negotiation, but talks. Because in a round table, by definition, it's just discussion. Maybe talks will come later, but this needs preparation, needs an agreement. And as I said it, we will go to Geneva to talk with our brother Algeria frankly, but with open mind and ready to really enter deeply in the substance of the issues. But if Algeria will do something like before, like in Manasset, like in Malta, like in Austria, and either leave the room to wait in the corridor, we will leave the room to wait in the other corridor. They will go to a cafeteria, we'll go to the garden to contemplate flowers and roses and have a drink there. So either we go there all together to discuss, to sit together till the end, or either we go there just to salam alaikum, and after we leave, or we make the picture. We are not going to Geneva to have picture, being together. We want more than that. That's why we are very optimistic, and we are ambitious, because we are committed to peace, to settlement of this. Why we are committed? Because we want to solve this problem. We want to canalize and divert all our energy to peace, development, prosperity of our region. We want having a good relationship, excellent relationship with Algeria. We want to open borders. We want to restrict or to revive the Maghreb, the great Arab Maghreb. We want to work together and cooperate to fight against terrorism, fight against violent extremism, cooperate to fight against cross-border criminality, to fight against traffic of human beings, small arms. There is a lot of challenges. And we want to solve this problem just to finally can work together, hands in hands, to build better future for our children. We lost already more than one generation. We lost a lot of energy. We are losing every year 2% of our GDP. It's not normal. It's not acceptable. With talks, with sincerity, goodwill, and that's why the resolution is insisting. I think you will find it 2 or 3 times talking about goodwill, no condition, and spirit of compromise. This is the secret for the success of Geneva. But if nobody will respect that, Morocco will not do also. But as I told you, we remain optimistic. Let's hope that, inshallah, that will be the right meeting. And Geneva will be the moment of verity, of truth, for the political process, for Algeria to fulfill its responsibility, and also to the world, to know who is hampering the stability, who is hampering the realization of the hopes and expectation of the people in North Africa, and who is also maintaining the MINURSO. If it depends only on Morocco, we would like MINURSO to go, solve problem and go, today before tomorrow. But as far as somebody is arming, financing, pushing armed group, we have to defend ourselves, and we have to preserve the peace, the ceasefire, and others. So, this. دعا قرار مجلس الأمن الأطراف إلى ضرورة التحلي بالواقعية وبروح التسوية. هل يعني ذلك بأن هناك توجه داخل مجلس الأمن للقطع مع المخططات المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق؟ المخططات المتجاوزة وغير قابلة للتطبيق خلاص انتهت. الآن نحن بصدد نقاش إيجابي واقعي من أجل حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء. هذا يعني أننا هذاك يعني بلان دو ريغلومون ولا بلان ديال بيكر أو كل المخططات القديمة انتهت. وكما قلت في البداية حتى تقرير المصير أو ريفيراندوم ولا أحد تكلم عليه في مجلس الأمن.
ولا مجلس الأمن لم ينطق بكلمة ريفرندوم منذ 2001 يعني تقريبا 20 سنة. فهذا كله انتهى. الآن نحن في عملية سياسية، وهذه العملية السياسية تقتضي انخراط الجميع بحسن نية بدون شروط مسبقة وبانفتاح سياسي كذلك، ولكن الحزم لكي نجد حلا متوافق عليه من طرف كل الأطراف. آخر سؤال إن شاء الله. Merci. Une dernière question sur le Polisario qui n'a pas officiellement accepté le meeting avec M. Stewart à Roubani en Algérie. Qu'en pensez-vous? C'est un scandale et c'est une violation pratiquement du mandat de Lamine Youssou. Pendant pratiquement 25 ans, le représentant spécial du secrétaire général se rendait régulièrement dans ses contacts à Tindouf pour discuter avec les responsables séparatistes du Polisario. Tout à coup, ils ont décidé depuis un an qu'ils doivent le recevoir à l'aise du dispositif de sécurité, ce que M. Colin Stewart a refusé, ce que le secrétaire général a refusé. Et d'ailleurs, ça figure dans le rapport du secrétaire général. Et une de ses recommandations, je crois que c'est le paragraphe 73, il demande au Polisario de respecter la pratique et de discuter, de recevoir, d'avoir des relations normales avec le haut responsable Lamine Youssou en respectant la pratique ancienne de se retrouver dans les camps de Tindouf. Maintenant, c'est une tentative désespérée de changer la réalité sur le terrain, mais si heureusement le secrétariat, mais également la communauté internationale s'est rendu compte de cette dérive. Et ils ont dit non. D'ailleurs, les dispositions de la résolution qui demandent au Polisario de ne plus retourner dans la zone tampon de Guelgaras et de ne plus transférer ou déplacer des bâtiments, c'est la détermination de la communauté internationale. Mais c'est avant tout, c'est les mises en garde du Maroc. Parce que c'est le Maroc qui a attiré l'attention sur ces violations. C'est le Maroc qui a été ferme pour dire si Lamine Youssou n'accomplit pas son mandat, le Maroc le fera, se défendra et imposera le respect du cessez-le-feu. Ici, je voudrais juste dire que le Maroc, il a cette chance d'être pratiquement entré dans les nouvelles frontières. Les nouvelles frontières maintenant, c'est l'utilisation des technologies, c'est l'utilisation des satellites, c'est l'utilisation de la science. Et c'est ce qui nous permet, grâce au satellite Mohamed VI, grâce à l'initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, de doter le Maroc d'un instrument de surveillance qui nous permet de savoir les mouvements du Polisario chaque jour, chaque minute, chaque seconde de ses déplacements. Auparavant, on ne pouvait pas se rendre compte. On ne décelait pas ces déplacements. Maintenant, nous les suivons et nous informons le secrétariat pratiquement je ne dirais pas directement, mais le lendemain, le secrétariat, avec des photos, est informé. Et c'est ce qui a permis, pratiquement, au secrétaire général, aux membres du Conseil de sécurité, de voir photos à l'appui, GPS à l'appui. L'heure également, quand il y a eu soit déplacements, soit des constructions à l'appui. Et ça nous permet d'exercer, d'augmenter la pression sur eux. Et nous leur disons tout simplement que nous savons tout ce qui se passe. Tous leurs mouvements, nous les surveillons et nous les dénoncerons. Et s'il y a poursuite comme cela se fait, nous pensons que le Conseil de sécurité sera encore plus ferme pour les dénoncer, pour leur exiger leur retrait, leur respect de ces dispositions. Et comme ça a été fait il y a 2 ans, à un certain moment, le Conseil de sécurité leur donnera un ultimatum pour cela. Nous restons là aussi très optimistes que les moyens dont dispose, si heureusement le Maroc lui permettront de contrer tous ces actes de déstabilisation. D'ailleurs, revenez à la résolution du Conseil de sécurité. Il parle d'actes de déstabilisation, d'actes de violation et d'actes de déstabilisation. Ça rentre dans ces actes c'est-à-dire ce type cette nature de violation que le Conseil de sécurité ne peut plus tolérer.
Voilà, mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre présence et pour vos questions. À bientôt.